Depuis mon adolescence et au-delà, lorsque je force mon esprit à nourrir cette mémoire qui faillit, il me souvient d'une attirance, plus encore d'une attraction sibylline, pour des faits que les adultes méconnaissaient, ignoraient ou méprisaient. Nommés désormais phénomènes paranormaux, dans l'esprit qui a fait de moi un adulte, je percevais des voix, et notamment mon prénom. Je ressentais des présences, je visualisais les courriers dans la boîte aux lettres, et j'aimais parler notamment aux animaux et aux arbres dans la clairière, jouxtant la maison familiale. De mon bureau en bois dans la classe de CM1, je regardais furtivement vers la cour de l'école, il n'y avait pas âme qui vive. Lorsque je m'amusais dans le grand jardin de la maison de la rue du Salaison, je flirtais avec les fourmis et mes amis les abeilles butinaient autour de moi. Je sentais bien que je n'étais pas seul. Mais à qui pouvais-je parler de ces présences qui me caressaient? Ma petite chatte surgit de nulle part un beau matin, à l'aube de mes 2 ans, connaissait tous mes secrets que je lui confiais avec cette naïveté qui s'interrompt parfois trop tôt. Voilà, eh bien, bonjour à toutes et à tous et à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très ravi d'être arrivé en bon état, un peu au-delà de la fin de matinée. C'était presque paranormal, cette arrivée. Voilà, et donc je remercie Émilie et Marc qui m'ont accueilli avec leurs amis, très chaleureusement et très simplement, voilà, dans ce beau lieu qui mérite d'être vu, connu, apprécié. Et j'espère qu'on va passer un moment chaud, mais on va essayer d'échanger aussi. Hein. Voilà, donc vous parlez un petit peu de ces phénomènes paranormaux que moi alors, quand je dis que je travaille dessus depuis une trentaine d'années, forcément, comme je suis réincarnationniste, je crois aux vies successives. Je pense que déjà, depuis d'autres vies aussi, certainement, je m'y étais préparé. En tout cas, depuis 54 ans, mais au-delà de vies antérieures. Voilà, une conférence qui est pour moi, que je présente d'une manière aussi scientifique, objective. Vous allez voir, on va parler de scientifique, de médecin, et de rationnel aussi, un petit peu. Hein. J'essaie en tant que psychothérapeute, ce que je suis à Montpellier, puisque je viens de Montpellier, d'avoir un petit peu les pieds, de garder un petit peu les pieds sur terre, un petit peu la tête sur les épaules. Donc surtout quand on parle de paranormal, de surnaturel, c'est pas évident de l'aborder simplement et naturellement, avec une part aussi de scientifique, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent à ce sujet-là. Interactive aussi, alors peut-être si vous avez des questions, mais je crois qu'après la pause, ça sera aussi une partie où on pourra échanger très simplement. Voilà, bien, je vous souhaite une belle après-midi. Voilà, donc pour vous présenter cette conférence, je me suis basé sur 4 ouvrages et notamment je vous ai lu un extrait du préambule des phénomènes paranormaux, ce que j'appelle le livre bleu. Voilà, et dans ce préambule, je dis ceci: en m'intéressant au paranormal qui s'implantait dans mon existence, je saisis que la parapsychologie et les sciences occultes avaient occupé une place prépondérante dans l'univers de l'être humain depuis des millénaires. Souvent glorifiées, condamnées, ces pratiques demeurent intrigantes, mystérieuses, méconnues et insuffisamment explorées. Vastes, les phénomènes paranormaux englobent une multitude de domaines. La communication, j'espère que vous voyez à peu près, sinon vous avancez un petit peu. La communication avec l'au-delà, le spiritisme, les expériences aux portes de la mort, l'épaisse, ce qu'on appelle les perceptions extrasensorielles, on verra tout à l'heure de quoi il en retourne, etc., etc. Comment se définit, on peut se poser un certain nombre de questions, comment se définit ce paranormal? Qu'en est-il de ces mots qui parfois ils peuvent être un petit peu barbares, ces mots-là? Comment délimiter ces champs de phénomènes paranormaux? Est-ce qu'il y a des phénomènes dans notre région? Moi, je vous parlerai de 2 phénomènes dans la région de Montpellier, peut-être ici autour. Hein. Peut-être qu'il y a des choses chargées un petit peu, que vous connaissez, dont vous avez connaissance. Voilà, je termine ce préambule par une citation du Père Brottier. Le Père Brottier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, fin 19e, début 20e, il avait accueilli à Auteuil des orphelins.
Et vous allez voir que ce prêtre, qui a plus de 100 ans, déjà avait une ouverture d'esprit. Hein. Tout prêtre catholique de l'Église catholique romaine, voici ce qu'il disait. Nous sommes menés ici-bas par nos amis connus et inconnus qui ont quitté les hommes. Invisibles et toujours présents, ce sont eux qui dirigent les pas des vivants. Voilà, alors on va voir un petit peu de quoi il en retourne du paranormal. Je mets un peu sur le côté parce que je ne vois pas grand-chose. Voilà, alors moi je pars toujours d'un mot un petit peu générique, le mot parapsychologie. C'est quoi la parapsychologie? Bon, ben, logie, bien sûr, le discours, la parole, ça vous savez ce que c'est. Psycho, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot psycho? La psyché, l'âme. Est-ce que vous pensez que nous avons une âme? Oui, non? Vous savez, je fais le tour de la France plusieurs fois par an et parfois j'ai des petites mains qui vont non, mais moi je pense que nous n'avons pas une âme ou que je n'ai pas une âme. Donc ça peut arriver, hein. Heureusement, parce qu'alors l'énergie de la Terre arriverait à des vibrations extraordinaires si tout le monde pensait que nous avions une âme. Ce serait merveilleux. Hein. Hein? C'est le but, oui. C'est pour ça que nous revenons et nous revenons et nous revenons. Voilà, donc l'âme, c'est quoi l'âme? Ça serait peut-être le conscient et l'inconscient. Alors le conscient, c'est quoi? C'est aujourd'hui, là maintenant, cet après-midi, je ne sais pas quelle heure il est à peu près. Nous sommes ici au-dessus de Sougraigne, près de la fontaine de la Salse, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est à peu près ça le conscient. L'inconscient, est-ce que vous avez une idée comment ça se passe, l'inconscient? Dans notre vie quotidienne. Comment se traduit l'inconscient? Le ressenti, mais encore. L'intuition, oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez la conscience intuitive? Qu'est-ce que j'entends par conscience intuitive? C'est notre moi profond. Oui. C'est ce qui... c'est, comment dirais-je... C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Hein? On a une conscience qui est intuitive, l'autre qui est analytique. Et l'analytique, on peut l'apparenter à l'ego, je pense. Oui. La conscience analytique. Le subjectif, c'est ce qu'on est, ce qu'on a accumulé et ce qui travaille en toile de fond, en quelque sorte. Donc en résumé, en mots simples, ce serait quoi pour vous la conscience intuitive? L'intuition? Oui, c'est l'intuition. Il y a l'intuition, il y a beaucoup d'autres choses. Le sixième sens? Mais le sixième sens, le septième? Le huitième? ce qui est en nous. C'est notre moi profond, oui. D'accord. Alors comment ça se traduirait dans la vie quotidienne? Parce qu'en fait, c'était ça ma question. Hein. Alors, on a toutes et tous fait d'énergie, des expériences de notre inconscient. Non? Ce qui se passe sans que le mental intervienne. Oui. Et alors, un exemple précis, concret, du quotidien. Comment? Bravo, madame, vous avez gagné un bon point. Les rêves, oui, bien sûr. Nous rêvons toutes et tous chaque nuit, vous le savez, hein, nous rêvons. Parfois nous en souvenons, parfois nous n'en souvenons pas. Et puis vous avez parfois des spécialistes comme ça qui font des rêves prémonitoires. Ils vont rêver de choses très très précises, ils ont des éléments très précis, et puis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, peut-être parfois même quelques mois, eh bien ça arrive. Rêve prémonitoire, oui. Ensuite, quoi d'autre? Ben, par exemple, je ne sais pas, j'allais tout à l'heure manger un bon taboulé, et puis je me retrouve dans la salle de bain. Acte manqué. Hein. Vous n'avez jamais fait ce genre d'expérience. Hein. Vous vous retrouvez dans un lieu alors que vous vouliez être ailleurs. C'est notre inconscient. Troisième exemple, un mot pour un autre, ce qu'on appelle les lapsus. Hein. Ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est à peu près notre inconscient. Grosso et modo. Voilà. Et para à côté de... Donc, je vous ai mis aussi
des synonymes, et moi j'aime bien le mot, on ne le voit pas très bien ici, voilà, à droite ici, psychologie. Voilà, Émile Boirac aussi avait parlé de parapsychologie, de paranormal, il y a quelques décennies, au début du siècle dernier. Voilà. Et puis vous avez un psy, James Alcock, qui a donné une définition sur le paranormal. C'est quoi le paranormal? Ce sont des phénomènes inexplicables en l'état actuel de la science. Est-ce que la science... Y a-t-il des scientifiques parmi nous? Bon, ouf. Bon, moins à moitié, allez, moitié, 49%. Est-ce que la science peut tout expliquer, à votre avis? Vous savez, moi j'ai parlé plusieurs fois avec des scientifiques, et je fais comme à la maison, hein. Je pousse un petit peu les meubles. Et en fait, je lui ai demandé un jour si tout était explicable, si on pouvait apporter par A plus B la preuve d'un fait, d'un événement, d'un constat. Alors il m'a dit oui, en principe, tant que la science n'a pas expliqué un fait ou un événement, on ne peut pas dire que la science ne peut pas véritablement dire qu'il existe. Alors je lui ai posé la question, mais est-ce que l'amour, par exemple, on peut la quantifier et puis l'expliquer scientifiquement? Alors il s'est un petit peu gratté la tête, bon, ça l'embêtait un petit peu la question. Donc bien sûr, tout n'est pas explicable. Vous avez un monsieur qui maintenant est parti dans d'autres sphères, Jean Do. Vous connaissez Jean Do? Si vous le connaissez. Jean d'Ormesson. Ah, mais oui, mais enfin, dans notre jargon littéraire, on l'appelait Jean Do. Voilà. Alors un jour, je vous parle de ça maintenant, il y a un an et demi, il y avait un reportage sur lui. Et puis le journaliste lui pose la question, est-ce que vous pensez, monsieur d'Ormesson, qu'on peut tout expliquer? Et il avait bien dit, clairement, on ne peut pas tout expliquer. Même heureusement qu'on ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qu'on peut expliquer par la science et d'autres qu'on ne pourra pas expliquer, ou jamais expliquer. Voilà, donc le paranormal, ce sont ces phénomènes inexplicables en l'état actuel de la science. Alors vous savez, il y a par exemple 300 ans, on a expliqué quelque chose, et puis 300 ans après, on a expliqué autre chose. Et puis peut-être dans 20 ans, on donnera d'autres explications sur tel ou tel fait ou tel événement, parce que la science aura avancé. Et je pense que la science avance au fur et à mesure qu'elle évolue, et que nous aussi, nous évoluons un petit peu. Voilà, alors c'est quoi la parapsychologie? Donc, c'est une science, et ça, j'insiste sur le mot science, c'est une science qui tente d'étudier et d'observer tous les phénomènes, qu'ils soient miraculeux, magiques et occultes, et elle étend aussi son champ à l'étude et à la recherche scientifique de certains phénomènes paranormaux, les pèse, donc j'ai dit un tout petit mot tout à l'heure, et certaines facultés utilisées par les parapsychologues. Voilà, alors, en fait... de manière générale, moi je suis quand même quelqu'un de très curieux, donc j'essaie de voir un petit peu que si ce que je vis en 2019 n'a pas peut-être existé il y a quelques décennies, voire quelques siècles. Et je crois que, et je m'intègre d'ailleurs là-dedans, je crois qu'il me semble que nous devrions faire preuve un petit peu d'humilité. Parce qu'on s'imagine qu'encore au XXIe siècle, en 2019, on découvre certaines choses, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent déjà. Donc je vous fais un rapide comeback et vous allez voir que la parapsychologie, on ne l'a pas découverte au XXe siècle ou XXIe siècle. Je vous donne quelques repères. Alors, vous voyez, on est ici en Grèce antique, il y a 3000, 4000 ans, 5000 ans. On parlait entre autres d'ornithomancie. Alors c'est quoi l'ornithomancie? En fait, des hommes, des femmes et des enfants étaient en accord avec la nature. Ils étaient dans l'étude et dans l'observation, dans l'osmose de la nature. Ils étudiaient le vol des oiseaux. Alors le passé, bon, pour eux, c'était déjà passé, donc ça ne les intéressait pas trop. Le présent, il y était, vous savez, le fameux ici et maintenant, comme on appelle certainement aussi de la part de certaines personnes, la pleine conscience. On découvre au XXIe siècle la pleine conscience. Elle a toujours existé, la pleine conscience. Et puis, bon, ils s'intéressaient quand même à ce qui allait se passer dans le futur. Donc, en fonction du vol des oiseaux, eh bien, ils pouvaient avoir quelques éléments. L'ornithomancie. Et puis, ici, vous avez l'oniromancie. Vous voyez, il y a 4000, 5000 ans, on parlait déjà de la science des rêves. On l'a pas, moi, vous savez, sur les bancs de la fac, j'ai dû avoir 3 heures sur la science des rêves. Je ne savais pas grand-chose. J'entendais, je ne sais plus qui, il y avait une personne tout à l'heure qui parlait de Freud. Quelqu'un parlait de Freud juste en arrivant. C'était vous, voilà.
Moi aussi, j'ai découvert Freud, mais pas à la fac, mais lors de ma terminale. Pour moi, c'était une révélation. Bon, bref. Et donc, je vous dis, sur les bancs de la fac, j'ai eu 3-4 heures de science des rêves. Donc, il y a 5000 ans, déjà, on utilisait cette science. Voilà, l'hypomancie, la façon dont les chevaux se mouvaient. Et là, je vais vous présenter 3 médecins qui ont travaillé sur la parapsychologie pour vraiment vous montrer, vous donner des éléments et vous dire que cette parapsychologie, on l'avait déjà étudiée il y a plusieurs siècles. Voilà, alors Arnaud de Villeneuve, je ne sais pas si vous le connaissez, on a à Montpellier un hôpital qui s'appelle Arnaud de Villeneuve. On est au XIIIe siècle, médecin et enseignant, médecin des rois et des papes. Il a travaillé, c'était un médecin mais qui avait aussi une ouverture d'esprit. Il a travaillé sur l'astrologie, l'alchimie entre autres, voilà. Et puis vous voyez ici, il a écrit à peu près une 60aine d'ouvrages sur la théologie, la médecine, la magie, l'astrologie, l'alchimie. Et vous retrouvez ici, je vous l'ai mis en rouge, l'oniromancie. Vous voyez, il y a plus de 7 siècles, 8 siècles déjà, il y avait un médecin qui s'intéressait déjà à la science des rêves. Vous voyez, on est bien loin avec Freud sur la science des rêves au début du XXe siècle. Michel Renaud de Notre-Dame, ça vous parle? Nostradamus, voilà. Donc là, on est au XVIe siècle. Alors, c'est un enfant qui a une mémoire hors du commun. En fait, il lit un bouquin, il lit une page et il arrive à la fin de la page, il a déjà appris par cœur cette page. Alors en fait, c'était un enfant, on l'appellerait maintenant, vous savez, les enfants indigos. Qu'est-ce que vous avez encore? Les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal. Alors on découvre fin 20e, début 21e siècle, les enfants indigos, mais ils ont toujours existé. Et on vous fait tout un tas de choses, de théories, de gens qui sont beaucoup plus avantages les uns que les autres, et on vous fait découvrir les enfants indigos. Il y a toujours eu des enfants indigos. Et je pense que Nostradamus en faisait partie. Voilà, il a travaillé entre autres sur l'occultisme, bien sûr, et ces fameuses prophéties que certains ou certaines tentent toujours plus ou moins de bien traduire. Voilà, il y a un troisième médecin, Mesmer, peut-être vous en avez entendu parler du mesmérisme, on est ici au XVIIIe siècle. C'est aussi un homme qui avait cette ouverture d'esprit, parce que vous voyez, eh bien, il s'est intéressé à la médecine, mais évidemment aussi à la philo, à la théologie et au droit, bien sûr, aux sciences occultes. Et lui était aussi dans l'étude et l'observation. Je vous répéterai souvent ces verbes, l'étude et l'observation des êtres vivants. Alors quand je dis des êtres vivants, il ne faut pas oublier non plus les êtres humains, dans les êtres vivants. Et donc il a observé ces êtres vivants et en fait il a constaté que de chaque être vivant, il peut y avoir une énergie. Cette énergie, on peut la capter, notamment par les mains, entre autres par les mains, mais il n'y a pas que les mains. Et cette énergie peut être soignante. C'est ce qu'il appelait le magnétisme animal, ce qu'on appelle maintenant, de manière commune, le magnétisme. Voilà, et peut-être ce monsieur que vous connaissez, Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, vous le connaissez un petit peu? Vous avez lu sur lui, non? Qu'est-ce que vous avez lu sur lui? Vous vous souvenez? Ce n'est pas le livre des secrets, mais vous y êtes presque. Le livre des esprits? Bon, je vous dis un mot parce que, en fait, si vous vous intéressez aux sciences psychiques, si vous vous intéressez au paranormal, il me semble qu'il faut passer aussi par, entre guillemets, la base, et notamment par Hippolyte Léon Denisard Rivail. Alors, c'est un homme qui est né à Lyon, qui a vécu dans la Bresse. Ensuite, il a fait quelques études en Suisse. Et puis, il arrive à Paris, il a 18-20 ans. Je vous fais le résumé du résumé. Et en fait, il sait faire qu'une chose et il sait bien la faire. Vous savez, comme ça, vous avez des gens comme ça qui savent faire qu'une chose et ils savent très bien la faire. Eh bien, lui, il sait faire qu'une chose, c'est la pédagogie. Il va devenir un grand pédagogue. Pendant 50 ans, il fait de la pédagogie. Donc, il s'intéresse à comment transmettre aux enfants le bon sens, le discernement, l'esprit d'analyse, enfin, toutes ces belles choses que nous avons, je pense, qui peut-être tendent à se transmettre, plus ou moins. Voilà. Et puis donc, vers l'âge de 50 ans, donc il est marié à Émilie, il n'aura pas d'enfant, mais il dira, c'est pas grave, tous les enfants que j'ai dans mes cours, ce sont mes enfants. Bon. Et puis, un jour, il entend, dans certains hôtels particuliers, il y a des groupes comme ça, de 15-20 personnes qui se réunissent le soir. Alors, il y a une table qu'on appelle, ma foi, guéridon. Alors, ce guéridon, il bouge, il tremble, il danse, enfin, il répond plus ou moins aux questions qu'on pose. Bon.
Et puis il y a à côté ou derrière, assis, tantôt debout. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Parfois il a les yeux fermés, parfois il a les yeux ouverts, qu'on appelle médium. Et ce médium répond aussi, on pose des questions, et ce médium répond à tout un tas de choses qui lui arrivent d'ailleurs. Bon. Alors, vous savez, il avait un esprit, Hippolyte Léon Denisard Rivail, parce que c'est son nom de naissance, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Il avait un esprit très très cartésien. Il ne croyait pas ce qu'il voyait et il ne croyait pas ce qu'il entendait. Il fallait quand même des preuves. Hein. Il était aussi dans l'étude et dans l'observation. Et pendant 1 an, il va étudier et observer justement ces mouvements de table et ces médiums qu'on invite. Et au bout d'1 an, il est persuadé qu'il y a bien sûr un monde visible, mais aussi qu'il y a un monde invisible. Et donc il en est totalement convaincu après tout un tas de tests et d'épreuves passées, éprouvées par le canal, par le médium. Et donc il va écrire entre autres le livre des esprits, le livre des médiums et plein d'autres ouvrages. Et il va comme cela consacrer ses 15 ans à la cause psychique. En fait, il va codifier un petit peu cette manière de canaliser et d'obtenir ces messages de l'au-delà, hein, de ces mondes invisibles. Voilà. Et un jour, dans une communication, un médium lui transmet ce nom, ici, donc, Allan Kardec. Et en fait, le médium lui dit, en écoutant l'au-delà, qu'il s'appelait Allan Kardec dans une autre vie, peut-être au XIIIe ou au XIVe siècle, qu'il était un druide. Et l'idée le séduit totalement et il devient donc Allan Kardec. Parce que les gens peut-être connaissent Kardec, mais peut-être pas son vrai prénom de naissance, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Voilà, donc 1804-1869, hein, pour vous donner un petit repère d'Allan Kardec. Moi, c'est mon maître, c'est mon guide. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, donc à Paris. Si un jour vous y allez, allez-y. C'est la tombe la plus fleurie, là on la voit. Oui, quoi qu'on voit un petit peu quand même. Hein. C'est la tombe la plus fleurie et la plus visitée du cimetière, de la nécropole. Et ici, sur le fronton, c'est un fronton, un dolmen, hein, un petit peu druidique, qu'on lui a construit. Il est noté ici sur le fronton, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Et vous comprenez certainement que cet homme était bien sûr réincarnationniste et pensait, croyait, dur comme fer, aux vies antérieures. Qu'une vie terrestre ne suffisait pas pour apprendre un tout petit peu de tout ce qui peut se passer sur Terre et au-delà. Voilà, Allan Kardec.